Alors, petit cours sur les quadrilatères, puisqu'on ne peut pas le faire en classe, eh bien, on va le faire par vidéo. Je rappellerai que les quadrilatères sont à la page 151 de votre manuel et que ceci étaient les exercices prévus qui seront sûrement à faire. Alors, on en a déjà parlé, mais il va être vraiment très important d'apprendre le vocabulaire. On a déjà vu qu'une figure à trois côtés s'appelle un triangle. Eh bien, nous allons voir dans ce chapitre-là que les figures à quatre côtés s'appellent des quadrilatères. Et comme pour les triangles où on avait différentes sortes de triangles classés selon leur angle ou leur côté, eh bien ici, pour les quadrilatères, on va avoir un vocabulaire particulier là encore, en les classant par les côtés uniquement, pas de vocabulaire spécifique en fonction de leurs angles. Alors, un petit rappel de vocabulaire sur ce qu'est un quadrilatère convexe ou non convexe. On rappellera qu'un polygone est convexe s'il n'a aucun angle rentrant, hein, et qu'un quadrilatère est dit non convexe si cette fois-ci il a un angle rentrant. Bien entendu, les triangles sont toujours convexes, mais à partir des quadrilatères, et on verra plus tard pour les autres polygones, eh bien à partir du moment où on a un angle intérieur rentrant, comme ici, eh bien on appelle cette figure non convexe. Bien entendu, nous par la suite, on travaillera la plupart du temps uniquement avec des quadrilatères dits convexes, donc pas d'angle rentrant. Alors, on continue dans le vocabulaire, mais pour cette partie, on va parler de côtés adjacents. Alors, des côtés adjacents sont vraiment des côtés qui sont l'un à côté de l'autre, donc qui se suivent. On dit aussi côté consécutif, tout simplement. En ce qui concerne les angles consécutifs, alors on ne dit pas angle adjacent, puisque des angles adjacents, on a vu que c'était deux angles qui avaient un sommet commun, un côté commun et qui étaient tracés de part et d'autre. Ici, on parle d'angles consécutifs, donc. Et les angles consécutifs, ben, ça va être un angle ici et un à côté finalement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des sommets qui sont consécutifs, tout simplement. Des sommets qui sont reliés par un côté du quadrilatère. Ensuite, on parle aussi de sommets opposés. Donc, ces deux sommets qui sont en violet sont des sommets consécutifs. Et les sommets qui vont être dits opposés, eh bien, tout simplement, c'est les sommets qui vont être l'un en face de l'autre. Donc, ces deux sommets-là, par exemple, vont être dits des sommets opposés. Et en les reliant, ces sommets, eh bien, c'est ce qu'on obtient des diagonales. Bien entendu, on relie des sommets opposés pour avoir une diagonale avec une règle. Merci. Alors, si je reprends le vocabulaire de la diapositive précédente sur cet exemple-là, c'est-à-dire sur le quadrilatère ici qui s'appelle ABCD. On nomme un quadrilatère en tournant autour de la figure, donc en nommant ses sommets. On ne répète pas deux fois le même sommet. Par contre, on fait vraiment attention à ne pas rentrer à l'intérieur de la figure. On tourne autour, on ne rentre pas à l'intérieur en le nommant. Donc, on peut l'appeler ABCD, mais je ne pourrais pas, par exemple, l'appeler ABDC. Ça ne fonctionnerait pas. Par contre, je pourrais l'appeler CBAD si j'avais envie. En général, on suit quand même l'ordre alphabétique, c'est plus facile. Donc, en ce qui concerne les côtés adjacents, eh bien ici, on vous propose AB et AD. Pourquoi? Parce qu'on a bien effectivement deux côtés qui sont l'un à côté de l'autre. Ils ont un sommet commun, donc ça fonctionne. Ensuite, pour les côtés opposés, je vais prendre en vert. Eh bien, on vous propose AD et BC. Alors, on n'en a pas parlé des côtés opposés sur la diapositive précédente, mais ça fonctionne de la même façon pour les sommets. Ils sont l'un en face de l'autre, ces côtés-là. Donc, on voit facilement quels sont des côtés opposés. En ce qui concerne les angles consécutifs, eh bien, ce sont ceux qui sont déjà tracés en vert sur la figure. Ces deux angles-là sont des angles consécutifs. Attention, on ne dit pas adjacent là, pour ces angles-là, mais ils ont des sommets consécutifs, donc on parle d'angles consécutifs. Et enfin, on a les diagonales qui sont déjà tracées en rouge.
Alors maintenant, on va parler des quadrilatères particuliers. On va s'intéresser à ces quadrilatères parce qu'ils vont avoir des particularités intéressantes, comme des côtés opposés parallèles, des côtés opposés de même longueur, de même mesure, on dit aussi isométriques ou encore congrus. On regardera s'ils ont des côtés adjacents de même mesure ou encore des angles opposés de même mesure, et on s'intéressera aussi aux angles droits. Donc en s'intéressant à tout ça, eh bien, on va pouvoir classer nos quadrilatères. Alors le premier quadrilatère particulier dont on va parler, c'est le trapèze. Le trapèze, il a une particularité, une première particularité, c'est qu'il va posséder au moins une paire de côtés parallèles, de côtés opposés bien entendu, qui vont être parallèles. Ce parallélisme, il va être souvent représenté de façon différente. La plupart du temps, on vous montrera peut-être sous cette forme-là, en montrant ces deux côtés opposés, puis en précisant avec ce petit symbole de parallèle que ces deux côtés vont être parallèles. Une autre possibilité va être d'utiliser un codage sur les côtés opposés parallèles, mais un codage fléché. Donc, ne pas confondre ce codage avec le codage de côté isométrique. C'est vraiment quand on utilise des flèches pour dire finalement que c'est parallèle. C'est comme si les droites allaient dans la même direction, donc elles étaient parallèles. Droite ou côté, bien sûr. Alors, le trapèze est un quadrilatère particulier, mais dans les trapèzes, il y a encore des trapèzes encore plus particuliers. On va avoir le trapèze isocèle. Isocèle, ça doit vous faire penser au triangle isocèle qui avait deux côtés de même longueur. Et bien là, le trapèze isocèle aura deux côtés opposés qui vont être de même longueur aussi. Dans ces cas-là, on va avoir d'autres propriétés intéressantes puisque les angles consécutifs aux deux bases, on les appelle ces deux côtés parallèles, et bien ces deux angles consécutifs aux deux bases vont être aussi isométriques. Et une dernière propriété intéressante, c'est que ces diagonales vont avoir la même longueur. Enfin, on a le trapèze rectangle où on va se retrouver finalement avec un côté qui va être perpendiculaire au côté parallèle. Et on se souviendra aussi que si on a un angle droit, on en a forcément un deuxième puisque toute perpendiculaire à une droite parallèle est perpendiculaire à l'autre parallèle. Alors, notre deuxième quadrilatère particulier, c'est le parallélogramme. Le parallélogramme, lui, il est un petit peu plus fort finalement que le trapèze, puisque lui, il a deux paires de côtés parallèles. Et comme il en a au moins une paire, un parallélogramme est donc un trapèze particulier. Alors, on l'appellera rarement trapèze, parallélogramme, mais il faut le savoir, un parallélogramme est un trapèze. Donc, pour les parallélogrammes, vraiment, c'est la définition de paires de côtés parallèles. À retenir. Alors, en plus de la propriété du parallélogramme qui nous dit que les côtés opposés sont parallèles, il va falloir retenir aussi ces 5 petites propriétés. Alors, si tu regardes la figure, tu vas voir que ça ne va pas être si compliqué que ça de s'en souvenir. Les côtés opposés sont parallèles, certes, mais en plus, ils vont être de même mesure, vont être isométriques, ou on dit aussi congrus. Donc, voilà la première chose à retenir, des côtés opposés de même mesure. On va avoir aussi des angles opposés qui vont être isométriques. Et on va aussi avoir, ça c'est nouveau, il va falloir l'apprendre vraiment, que les diagonales, elles se coupent en un point qu'on va appeler centre du parallélogramme. Mais ces diagonales, elles se coupent en leur milieu. Vous voyez, ce centre, il est au milieu de chaque diagonale. C'est une propriété assez intéressante. Et puis, dernière chose qui va être aussi intéressante pour nos justifications de calcul d'angle, eh bien, c'est le fait que nos angles consécutifs sont supplémentaires. On se souvient de ce que ça veut dire, supplémentaire? Leur somme fait 180 degrés. Voilà, à retenir. Alors, le quadrilatère particulier suivant, c'en est un que tu connais un peu mieux, c'est le rectangle. Un rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Alors, dans ce cas-là,
Pourquoi on en a fait seulement 3 sur cette figure? Eh bien tout simplement parce que s'il a 3 angles droits, il en a nécessairement un quatrième, puisque vous savez que si deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre, donc nécessairement on a ici un quatrième angle droit. Alors là encore, des propriétés pour le rectangle à connaître. Tu savais déjà que les côtés opposés sont parallèles. Un rectangle est un parallélogramme. Donc ces côtés opposés vont être de même mesure. On va avoir là encore des angles opposés qui vont être isométriques nécessairement, ils font tous 90. On va encore avoir aussi le fait que mes angles consécutifs sont supplémentaires, forcément ça fait 180, 2 fois 90. Donc finalement, la nouvelle information à connaître, c'est que là encore les diagonales se coupent en leur milieu, mais un petit plus pour ce rectangle, c'est que ces diagonales, non seulement elles se coupent en leur milieu, mais qu'elles sont aussi de même longueur. Alors un autre quadrilatère que tu connais bien, c'est le losange. Le losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, de même mesure. Alors pour le losange aussi, il va falloir apprendre certaines propriétés. Un losange est un parallélogramme, donc là, toutes les propriétés qu'on a vues pour le parallélogramme vont aussi s'appliquer au losange. Des côtés opposés parallèles, des côtés opposés isométriques, de même mesure. En même temps, les 4 ici sont de même mesure. On va retrouver le fait que les angles opposés dans un losange sont de même mesure et que les angles consécutifs vont être supplémentaires. Leur somme va faire 180 degrés. Les diagonales vont là encore se couper en leur milieu, mais ce qui va être nouveau et intéressant, c'est que ces diagonales dans le losange vont être perpendiculaires. Elles ne sont pas de même longueur comme le rectangle, attention, elles sont perpendiculaires ici. Autre fait intéressant, c'est que les diagonales du losange vont être les bissectrices finalement des angles du losange. Alors le petit dernier des quadrilatères particuliers que tu dois connaître, c'est le carré. Le carré a deux particularités. Il combine 4 côtés de même mesure et 4 angles droits. C'est donc un rectangle et un losange en même temps. On aurait pu l'appeler le rectangle losange, mais c'était un petit peu long. Alors on y a trouvé un nom plus court, carré. C'était carrément mieux, non? Et alors le carré, c'est celui qui possède le plus de propriétés. Il vous paraît souvent le plus simple et pourtant c'est celui où il y a le plus de choses à apprendre. Le carré étant à la fois un trapèze, un parallélogramme, un rectangle et un losange, eh bien, il va combiner toutes leurs propriétés. Des côtés opposés parallèles, des côtés opposés de même mesure, 4 côtés de même mesure comme pour le losange. On va aussi avoir des angles opposés de même mesure, des angles consécutifs qui font 180 degrés. Et pour les diagonales, eh bien, on va combiner tout ce qu'on a vu. Donc, des diagonales qui vont se couper en leur milieu, qui vont être de même longueur et qui vont être perpendiculaires aussi. Et là encore, nos diagonales vont être les bissectrices des angles droits qu'elles traversent, c'est-à-dire qu'ici, finalement, à chaque fois, on va retrouver un angle de 45 degrés. Voilà. Alors attention, parce que maintenant, il va falloir vraiment que tu retiennes toutes ces propriétés. Alors, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu te souviennes que pour chaque type de quadrilatère dont on a parlé, il va falloir que tu sois capable de me dire s'il a une paire de côtés parallèles ou s'il a deux paires de côtés parallèles, s'il a des côtés opposés isométriques, s'il a des angles consécutifs supplémentaires ou s'il a des diagonales isométriques. Donc ça va vraiment être important finalement d'essayer d'être capable de refaire ce tableau tout seul. Tu vas voir qu'au départ, ça va te paraître plus compliqué, mais que si tu fais un petit dessin et puis que tu regardes les diagonales, tout ça, ça va te permettre davantage de te souvenir de toutes ces propriétés-là. Une petite chose auquel il faut se souvenir, le carré, il a tout pour lui. Vous voyez, il n'y a que des oui parce qu'il combine absolument toutes les propriétés.
Alors, c'est pas fini. En fait, je voulais parler aussi de deux autres petits quadrilatères particuliers dont on oublie de parler des fois, mais qui sont quand même assez intéressants. Donc, c'est donc le cerf-volant. Le cerf-volant, lui, il a une particularité, c'est qu'il a des côtés consécutifs qui vont être de même mesure et ces diagonales sont perpendiculaires. Alors, elles ne se coupent pas en leur milieu. Là, on le voit et ici, on n'a pas la même longueur que là. Mais elles sont perpendiculaires, c'est intéressant. Et pour finir, le deltoïde, qui lui est finalement le seul quadrilatère particulier non convexe, puisqu'on voit ici qu'on a un angle rentrant dont je vais te parler. Mais lui aussi, il est intéressant. Comme pour le cerf-volant, il a deux paires de côtés consécutifs isométriques, de même mesure. Et si on traçait ces diagonales à l'extérieur, là encore, on verrait qu'elles sont perpendiculaires. Donc, il ressemble au cerf-volant, mais du fait qu'il ait un angle rentrant, que ce soit un quadrilatère non convexe, eh bien on l'appelle le deltoïde. Mais aussi bien le cerf-volant que le deltoïde, là, si tu le fais avec du tissu et puis une corde, ben, ça vole dans le ciel, puis c'est pas mal cool. Voilà. Alors, c'est terminé pour tout ce que j'avais à te dire sur les quadrilatères. Tu n'as plus qu'à apprendre tout ça. Amuse-toi bien. Salut, bye!